Si comme moi vous êtes né dans les années 90 et que je vous demandais quel est le jeu de votre enfance dont vous voudriez le retour, il y a fort à parier que vous me répondrez des jeux comme Jak and Daxter, Burnout, Half-Life ou encore Prince of Persia. Bien que deux très bons jeux soient sortis récemment, The Lost of Crown et Rogue of Prince of Persia, ils reprennent plutôt l'essence des anciens jeux 2D plutôt que de celui des Sables du Temps. Mais on nous annonce d'ailleurs un remake de celui-ci en 2026. Vous avez vu le titre et la miniature de la vidéo évidemment. Pour moi, c'est Splinter Cell. Splinter Cell est une saga de 6 jeux principaux sortis entre 2002 et 2013, et si vous ne connaissez pas le titre, Tom Clancy doit vous dire quelque chose. C'est un auteur américain né dans les années 40 qui a écrit des romans de guerre, de politique ou d'espionnage, traitant d'organismes américains tels que la CIA et de leur lutte contre le terrorisme. La plupart de ces romans traitent des personnages de Jack Ryan et John Clark, dont les noms vous diront peut-être quelque chose grâce aux adaptations récentes de ces derniers. Je peux pas aller au Yémen, je suis analyste financier. Il y a une partie de moi que rien n'apaisera. Une partie de moi que rien ni personne n'arrêtera. Aucun remords. Tom cofonda en 97 Red Storm Entertainment, une entreprise multimédia qui sortira notamment des jeux vidéo. Et en 98, lorsqu'il sort son livre Rainbow Six, un jeu vidéo voit aussi le jour, le tout premier, Tom Clancy's Rainbow Six. Un FPS tactique basé sur la lutte antiterroriste. Et oui, les bases de Rainbow Six Siege étaient déjà posées en 98. S'en suivra un deuxième opus dès 99. Couronné de succès, l'entreprise sera très vite convoitée, notamment par le géant français Ubisoft, qui les rachètera pour 45 millions de dollars. Une nouvelle licence, cette fois-ci non tirée d'un roman, va voir le jour en 2001, Ghost Recon. Et là aussi, ça doit vous parler. Dans cet élan de sortie frénétique de titres dont le scénario étant vendu comme écrit par Tom, ce dernier ayant le vent en poupe avec plus de 40 millions de bouquins vendus dans le monde, Ubisoft voulait sortir un concurrent à Metal Gear Solid, jusqu'alors plus gros succès du jeu d'infiltration via son studio Ubisoft Montréal, qui n'avait jusqu'à présent développé que 2 jeux, Tonic Trouble et Donald Duck Quack Attack. Un vrai banger de mon enfance, et si jamais vous avez jamais eu la chance de mettre la main dessus, franchement, allez-y. C'est donc en 2002 que Ubisoft Montréal sortit le jeu Tom Clancy's Splinter Cell. Le jeu raconte l'histoire de Sam Fisher, un agent spécial du groupe secret Échelon 3, un groupe rattaché à la NSA, l'organisme de défense des USA. Et oui, je suis littéralement en train de lire la page Wikipédia du jeu. Sam est un officier spécialisé en opérations d'infiltration, qui aura pour charge d'empêcher qu'un conflit entre la Russie et la Géorgie ne s'envenime et ne mène à la Troisième Guerre mondiale. Après une courte vidéo d'introduction dont le doublage français est extraordinaire et qui sent bon les films d'action des années 80... Ça fait des années que je suis pas allé sur le terrain. Je sais. Mais le métier, ça ne s'oublie pas. C'est comme faire du vélo. Ou porter des talons aiguilles. Attention, Fisher. Tout ce qu'on dit est contrôlé. Vous savez que la hiérarchie n'aime pas qu'on abuse de la 5e liberté. Le tutoriel commence et c'est à partir de ce niveau censé être un simple apprentissage de ce que le jeu va nous demander plus tard, que l'on se rend compte à quel point le jeu va nous immerger dans une aventure encore jamais vue. La fluidité et la variété des mouvements de Sam sont juste incroyables pour l'époque. On saute sur les murs, les grillages, on se camoufle pour passer dans des couloirs étroits, on peut regarder des angles morts avant de sortir d'un coin. Et surtout le move signature, le grand écart entre deux murs à la Van Damme. Puis vient le premier test d'infiltration. On crochette une serrure, on force un agent à nous révéler le code d'une porte en le prenant par surprise et en le maltraitant quelque peu. On doit ensuite à nouveau ouvrir une porte, cette fois-ci avec un scanner rétinien. Même méthode, on l'attrape rapidement sans se faire repérer avant de le forcer à mettre sa tête devant le scanner. On enfilera nos lunettes à vision nocturne à 3 yeux qui deviendront le symbole de la série. On apprend que l'on peut camoufler des corps afin que les gardes en patrouille ne se rendent compte de rien. La dernière épreuve est un test de déplacement silencieux où l'on doit traverser une pièce sans faire de bruit. Ça y est, Fisher, vous êtes parti? Non d'un chien, vous êtes déjà arrivé? Excellent travail. On continue. C'est pour moi l'un des meilleurs tutoriels de l'histoire du jeu vidéo. Terriblement efficace, rapide en 15 minutes, on a compris à quoi le jeu nous prépare. On passera par une grosse variété d'environnements, comme un commissariat, des plateformes pétrolières, des buildings ou encore des ambassades. Plusieurs d'ailleurs, mais ça colle avec le narratif du jeu d'espionnage. Chaque environnement nous incitant à utiliser nos méninges afin de réussir au mieux notre mission, tout en jouant avec nos gadgets ou encore la lumière et les ombres afin de ne pas se faire voir. Et sans vous spoil, on sauve le monde. Le jeu se termine sur une cinématique qui nous dévoile une potentielle suite. Nous avons maintenu vivante C'est la ligne flamme sécurisée, ma radieuse puce. de la C'est pour moi. liberté dans le monde entier. Papa, tu ne vas pas déjà repartir? Oui, Lambert.
Le jeu fut très vite un succès commercial et critique, avec plus de 6 millions de copies vendues en moins d'un an, et des notes dithyrambiques portant un score sur Metacritic à 93. C'est ainsi que le 26 mars 2004 sortit dans nos contrées Splinter Cell Pandora Tomorrow. C'est vraiment votre grand retour au front. Se déroulant 2 ans après le premier épisode, Sam renfile ses Rangers pour sécuriser une ambassade américaine en Indonésie et libérer des otages retenus par des milices armées qui s'opposent à la formation d'un Timor oriental sous l'égide des USA. On retrouvera tout ce qui a fait le succès du premier opus, avec un scénario léché, un gameplay imaginatif, avec de nouveaux mouvements et la possibilité de siffler. Tout ça avec des améliorations graphiques. On aura même un mode multijoueur où s'opposeront des agents qui doivent s'infiltrer à des mercenaires qui devront débusquer les agents. Encore une fois, on aura tout un tas d'environnements variés et le jeu nous fera passer de l'Indonésie à Paris, à Jérusalem, en passant par Los Angeles. Bref, le jeu est encore une tuerie. Les notes sont encore une fois excellentes et les ventes très bonnes avec 2,7 millions de copies en 3 mois. Vous connaissez la suite évidemment, troisième opus, Splinter Cell Chaos Theory sort le 1er avril 2005 et vous savez ce qu'on dit sur les 3e épisodes. Et bah pas là, encore une fois le jeu va être une réussite totale, score le plus haut de toute la série sur Metacritic avec un score de 94, bon, c'est uniquement un point de plus que les 2 opus précédents, mais c'est dur d'aller grappiller des points à ce niveau-là. Et le jeu va faire 2 millions de ventes en 1 mois. Sam Fisher doit encore une fois sauver le monde, étonnant non ? Suite à des vagues de cyberattaques créant des conflits entre 2 blocs, la Chine et la Corée du Nord contre le Japon. Amélioration de l'IA adverse pour les recherches de corps, nouvelles techniques de combat rapprochées, de nouvelles armes et gadgets, la possibilité de choisir une tactique plus action qu'infiltration, même si les dégâts collatéraux entraîneront des remontrances par vos supérieurs. Le mode multijoueur s'enrichit de missions coopératives et d'un match à mort très cool. Il est pour beaucoup de joueurs le meilleur épisode de la série. 3 jeux en 4 ans, des succès commerciaux et critiques énorme, évidemment Ubisoft n'allait pas lâcher sa poule aux œufs d'or, et voilà le 17 octobre 2006, Splinter Cell Double Agent. La sortie du jeu se plaçant entre 2 générations de consoles, le jeu dut sortir sur plusieurs plateformes, et on sait que c'est un vrai défi technique à chaque fois, et là Ubisoft a pris un parti assez rare dans l'industrie. Ubisoft Montréal, les responsables de Splinter Cell 1 et 3, allaient se charger de faire les versions GameCube, PS2, Wii et Xbox, quand Ubisoft Milan et Shanghai, les responsables de Splinter Cell 2, devront faire les versions next-gen, c'est-à-dire PS3, PC et 360. Les jeux présentant une intrigue générale commune, mais des scénarios distincts et des niveaux différents, ainsi qu'un level design qui changera. Les versions next-gen auront la particularité d'avoir plusieurs fins. C'est sur cette version-là que nous allons nous concentrer. Pour l'histoire, la fille de Fisher, Sarah, est morte dans un accident de voiture. Sam perdant pied, Lambert, le chef d'échelon 3, lui propose une mission non officielle où il devrait intégrer une organisation terroriste du nom de JBA. Sam devant prouver sa fiabilité à la JBA, mais aussi prouver qu'il n'est pas un traître à échelon 3, une barre pour chaque camp sera, en fonction des choix que vous ferez, alimentée par vos actions. Cela représentera la confiance que vous donne chacune des factions, le tout donnant accès aux différentes fins. Comme d'habitude, on désamorce des bombes, on s'infiltre encore une fois dans plein d'endroits sur la planète, bref, vous commencez à connaître. Il y a toujours le mode multijoueur qui s'étoffe, mais malgré de nouvelles mécaniques sympas et le système de factions qui ajoute un vrai plus au jeu, le retour des joueurs est un peu mitigé car le jeu est parfois décrit comme trop dur ou avec des environnements qui ne varient pas assez. Les retours restent bons et les notes très bonnes quand même, mais pour la première fois de son histoire, Splinter Cell obtient un score métacritique sous la barre des 90 avec un score de 85 sur 100. Et là, une pause de 4 ans cassera le rythme effréné des sorties jusqu'alors annuelles. Un développement long et difficile imposera un reboot total de la production en 2008, mais le 16 avril 2021 tout de même sort Splinter Cell Conviction uniquement sur Xbox et PC, pas de PlayStation donc. Le jeu reprend les événements à la suite de Double Agent et Sam est recherché car il a quitté Échelon 3. Il enquête sur la mort de sa fille qui semble finalement ne pas être un accident. Concernant le gameplay, on voit que Uncharted, Batman Arkham Asylum ou encore Modern Warfare, le premier du nom, sont passés par là. Le jeu est beaucoup plus basé sur l'action et prend un axe très cinématographique. On n'est plus dans l'infiltration mais dans la fuite et la bagarre. Nouveau système de combat au corps à corps, des fusillades à tout va, finito la possibilité de déplacer les corps. Le titre va diviser comme jamais auparavant les joueurs, considérant que ce jeu n'est pas un Splinter Cell, de par son gameplay, même si l'on suit l'histoire de Sam chronologiquement. Le jeu se décompose en 2 parties. La partie principale est la campagne solo du jeu, qui place le joueur aux commandes de Sam Fisher 3 ans après les événements de Splinter Cell Double Agent. Et la partie prologue du jeu, quant à elle, est accessible via le mode coopératif multijoueur, qui place les 2 joueurs aux commandes des agents Archer et Kestrel 10 jours avant le début de la campagne. Pour l'histoire, on empêche l'assassinat du président des États-Unis, on sauve sa peau et on détruit Échelon 3 qui a été corrompu jusqu'à l'os. Le jeu obtiendra la note de 85 sur 100 également, mais sera très souvent boudé par les fans de la première heure de l'agent Fisher, considérant cet opus plus comme un spin-off qu'un vrai Splinter Cell. Le jeu ayant un succès commercial relatif, un nouvel opus sera quand même mis en route, et donc le 23 août 2013 sortira Splinter Cell Blacklist, le dernier épisode de la saga principale sorti à ce jour. Le jeu reprend le gameplay en partie de Conviction, mais il réintègre plus d'infiltration avec des missions fantômes notamment. Sam est à la tête d'Échelon 4, ils sont vraiment pas foulés pour remplacer Échelon 3 en termes de nom.
On enquête sur des ventes d'armes et des attaques terroristes, et sur de la corruption à grande échelle. Un assez bon scénario entre jeu de pouvoir, trahison et espionnage. Tout ce qui a fait le succès des opus précédents finalement. Le multi reprend encore une fois le mode espion contre mercenaire dans son gameplay asymétrique où les espions sont en vue TPS et les mercenaires en vue FPS. Vous pouvez créer des classes de personnages et il y a même un système de leveling. Évidemment, il y a toujours le mode coop également et du match à mort et de l'extraction. Malgré un petit retour aux sources concernant le gameplay, l'épisode Conviction a éloigné la base fan de la licence et ce n'est pas Blacklist qui réussira à reconvaincre la presse et les joueurs, bien qu'obtenant des notes plus qu'honorables avec un score métacritique de 82. Et c'est sur ça que la saga se terminera pour plus de 10 ans. En effet, voilà quelques années que l'on tease un retour de Sam Fisher, notamment avec un remake du premier épisode. Une tactique assez fréquemment utilisée pour faire revenir sur le devant de la scène un héros qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et les autres épisodes ayant été assez loin dans la trame scénaristique de la vie de Sam Fisher, cela reste une bonne idée. Reste à savoir comment ce remake pourra contenter les fans, car il paraît difficile de revenir à une formule vraiment à l'ancienne d'infiltration, les mix de jeux d'action faisant plutôt consensus à l'heure actuelle. Même si les 3 derniers Hitman ont su prouver que l'infiltration était quand même au goût du jour et que l'on pouvait avoir un parti pris très tactique, infiltration et ravir le grand public. Et pourtant, au vu des quantités de posts sur internet ou de l'engouement à chaque news concernant la saga, les fans sont toujours bel et bien là. Mais comment se réinventer tout en gardant l'essence du succès de la série ? Tel est le défi que devra relever Ubisoft. Il y a eu ces dernières années une flopée de remakes plus ou moins bons, et pour la plupart ces jeux ont été des réussites commerciales. Néanmoins, plus un jeu nous laisse des souvenirs impérissables durant notre enfance ou notre adolescence, plus il est rare qu'un remake aussi bien fait soit-il ne satisfasse notre soif de retrouver ces sensations de découverte de la première heure. Et ce dû à un sentiment humain, la nostalgie.